Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Chaque jour, elle lit, elle décrypte, elle décortique. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France tremble, la France piétine et elle se fait piétiner. Elle tremble devant la menace djihadiste, Le Monde, antiterrorisme, répression accrue contre les candidats au djihad. Le Parisien, le terroriste ciblait le musée du Louvre. Elle piétine devant une conférence sociale qui s'enlise. Les Échos, Valls joue les réformes contre les blocages. La République du Centre, le dialogue social a du plomb dans l'aile. La Marseillaise valse sur la défensive. Et elle se fait piétiner, enfin, dans les comparaisons internationales sur le niveau des élèves. Libération, école, les inégalités redoublent. Et décidément, ce matin, le mot-clé, le sigle clé, devrais-je dire, c'est UMP. Oui, alors une bonne partie des unes ce matin est consacrée à la pétaudière à droite, avec dans le Canard enchaîné un titre de circonstance. Défilé militaire et feu d'artifice du 14 juillet. À l'UMP, il y a longtemps qu'on a sorti les pétards. En une de l'Express, le visage de Nicolas Sarkozy sur fond noir, Terminator. Et en une de l'Opinion, deux articles. L'un intitulé UMP, la haine. L'autre est consacré au patron de la FNSEA, visiblement obsédé par le retour des loups et des vautours en France. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en exergue des deux articles, à la place des mots-clés habituels, politique, éducation, sociale, on lit Vie sauvage 1, Vie sauvage 2. Oui, les loups et les vautours sont de sortie. Même Le Figaro dit sa consternation. Le titre, l'UMP se découvre en état de quasi-faillite. Et dans l'éditorial, intitulé Impardonnable, il est question de cette triple faillite, donc financière, morale et politique, d'un parti qui amplifie le divorce des électeurs avec les partis de gouvernement. Évidemment, tout le monde se gausse de cette dette à 75 millions. C'est une affaire de big millions, explique Jacques Camus dans La République du Centre, ou si vous préférez, de très gros sous. Pour un parti qui n'en finit pas de dénoncer l'impéritie gestionnaire du gouvernement de gauche et de donner des leçons d'économie, ça fait plutôt mauvais effet. Et pas une figure qui émerge. Pas un qui s'en tire dans ce jeu de massacre. Jacques Camus, comme tous les autres commentateurs, et même s'il reconnaît l'entreprise de démolition du système Copé-Sarkozy, fait un prix de groupe. Tous, écrit-il, revanchards ou calculateurs, oublient leur propre turpitude et se battent pour rafler la mise. Ils croient pouvoir devenir des sauveurs en défigurant la politique. En réalité, ils tournoient avec leurs cris d'orfraie autour de ce qu'est devenu l'UMP, à savoir un grand cadavre à la renverse. Et également dans vos journaux ce matin, Natacha, la lutte contre le djihad. Oui, dans Le Monde, on trouve le détail du nouveau plan de lutte contre la radicalisation des jeunes tentés par le djihad en Syrie, mais surtout par le retour ensuite. Mais il faut lire surtout le dossier du Parisien sur l'arrestation d'Ali, soupçonné de projeter des attentats en France. Elisabeth Fleury raconte les échanges de mails sur un site islamiste de cet Algérien marié, père de 2 enfants. Un responsable d'AQMI le teste en lui demandant d'envisager des cibles. L'objectif qui mérite d'être visé, répond-il, s'avère la population française modeste et paupérisée. Il évoque les bars, les marchés, certaines petites localités et les boîtes de nuit. Pas les centres commerciaux parce qu'on y trouve des musulmans, mais le Louvre, la Tour Eiffel ou les festivals dans le sud de la France au cours desquels, écrit-il, des milliers de chrétiens se rassemblent pendant un mois. Ali a été arrêté, mais la décontraction de ces mails nous raconte un monde dans lequel la vie humaine, celle des autres, des ennemis, n'a pas la moindre valeur. Dans vos journaux, on parle donc des Français qui font le djihad en Syrie et des Américains en Afghanistan. Mais oui, dans cette radicalisation islamiste qui nous menace aujourd'hui, l'Afghanistan a joué comme un détonateur. Alors que le résultat de l'élection présidentielle est aujourd'hui contesté par le perdant, Le Figaro nous raconte l'histoire incroyable de ce béret vert américain devenu Lawrence d'Afghanistan, en hommage à Laurence d'Arabie. Le major Jim Gant avait élaboré une doctrine pour s'appuyer sur les tribus pashtunes locales dans le combat contre les talibans. Immersion complète de quelques hommes laissés totalement libres dans le petit village de Manguel, armes échangées contre le soutien. 3 tribus et 10 000 pashtunes finalement engagés aux côtés des Américains. Et la consécration de cette méthode, le 2 mai 2011. Le commando venu exécuter Oussama Ben Laden trouve à côté de son cadavre une copie du livre de Gant avec cette mention manuscrite « Il faut se débarrasser de l'Américain de Manguel ». Même pas besoin. L'establishment militaire s'en est chargé. Un petit lieutenant l'a dénoncé pour ses atteintes au règlement, son amour fou pour une journaliste du Washington Post et son penchant pour l'alcool. Il a été arrêté, démis de ses fonctions et le choc des civilisations a pu reprendre tranquillement. Tout autre chose maintenant encore que l'agriculture industrielle. Mais oui, là aussi c'est un choc des civilisations. L'Express consacre un article à la lutte contre l'implantation en Picardie de la désormais fameuse ferme des 1000 vaches. Ces hangars grands comme 2 terrains et demi de foot et ces box pour des vaches qui ne verront jamais un bras
brin d'herbe. Un projet porté par un industriel bien introduit dans les milieux politiques locaux et persuadé que la France doit s'aligner sur les exploitations géantes qui produisent à bas coût en Allemagne ou au Brésil. Alors pour rêver un peu, après le lait de l'usine à vaches, vous pouvez lire dans Le Parisien l'histoire de la tomate qui ne pourrit pas et limite les pertes de la grande distribution, la pomme transgénique canadienne qui ne brunit pas une fois coupée, et bientôt, nous annonce le journal, la pizza fraîche au bout de 2 ans d'emballage. Oui, il paraît qu'il y a un petit problème de goût sur cette tomate notamment qui ne pourrit pas. Également dans la presse ce matin, Natacha. Eh bien, la conférence sociale, bien sûr, qui, elle, pourrit beaucoup plus vite que les fruits sur les étals de supermarché. Mais le Parisien nous apprend que la méthode Hollande devrait très vite ramener le calme et la concorde grâce à ces commissions dont il a le secret. Vous savez, celles qui coûtent 23 millions d'euros par an avec environ 600 intervenants et dont les précédents gouvernements avaient réduit le nombre à grand-peine. Un exemple, eh bien, parmi les commissions jugées inutiles par le gouvernement Fillon et qui donc avaient été supprimées, la commission consultative relative à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries. Je vous jure que ça existait. Ouais. L'observatoire des distorsions, c'est joli, c'est surréaliste, et la commission des addictions. Mais elles ont été remplacées depuis peu par la commission des téléphériques ou l'observatoire des contreparties pour le pacte de responsabilité. Et donc depuis hier, un groupe d'évaluation des négociations. C'est beau, hein. On attend le comité d'évaluation de la chute libre, l'observatoire de l'abyssale bêtise humaine qui vont avoir du boulot et évidemment l'observatoire de la petite bête qui monte, le Front National bien sûr. Ouais, l'observatoire des distorsions, j'aime bien. C'est joli, n'est-ce pas ? La revue de presse de Natacha Polony chaque matin sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.